Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Place à présent au grand débat des voix de l'info et au programme, pas de vacances, mais pour la grève à la SNCF sur fond de division syndicale. La CGT persiste et poursuit le mouvement au-delà des départs et des grandes vacances d'été. Alors quelles conséquences concrètes pour nous tous? Et puis que dire de cette stratégie qualifiée par certains de jusqu'au boutiste? Le débat est à suivre. Dans l'actualité également, c'est une véritable crise. Les migrants bouleversent la donne et provoquent une crise politique majeure au sein de l'Europe, mais aussi une crise identitaire. Certains pays, en tous les cas, mettent en avant le risque de déstabilisation de l'Europe. Alors qu'en est-il? Fantasme ou véritable défi? Et puis la polémique enfle aux États-Unis avec les enfants qui sont arrachés à leurs parents. Nous parlons également dans ce débat d'un sujet qui nous concerne tous, un sujet du quotidien. C'est la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Une mesure toujours très contestée. Et justement, des parlementaires de droite et du centre ont déposé un recours au Conseil d'État. On va voir pourquoi et on en parle avec nos invités. Vous pouvez réagir avec le hashtag Les Voix de l'Info. Je vous présente justement nos invités. Annie Genevard, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes députée LR du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée nationale, secrétaire générale Les Républicains. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Jean Messia, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes délégué national aux études du Rassemblement national. Bienvenue. Maurice Leroy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Ancien ministre de la Ville, porte-parole de l'UDI, député et conseiller départemental de Loir-et-Cher. Et à vos côtés, Jean-Pierre Mercier, bonsoir. Bonsoir. Délégué syndical central CGT du groupe PSA Peugeot Citroën. Nous allons parler de la grève, de la CGT, des vacances aussi. Mais d'abord, ce sujet, je vous en parlais, la limitation de la vitesse à 80 km/h. Et justement, le chef de file de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, était avec nous il y a quelques instants. Voici ce qu'il a dit sur les motivations à ce recours au Conseil d'État. On l'écoute. On se trompe de méthode. Tout le monde est d'accord pour lutter contre l'insécurité routière. Tout le monde est d'accord pour essayer de réduire le nombre de morts sur nos routes. Mais ce n'est pas par ce genre de mesures centralisatrices, parisianistes, uniformes, sur l'ensemble des 400 000 km des voies secondaires de notre pays qu'on peut y parvenir. Pourquoi? Parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres en ligne droite, sans aucun croisement, sans aucune difficulté, où rouler à 90 n'est pas dangereux, où il n'y a jamais d'accident. Alors pourquoi réduire à 80? Et puis il y a les endroits qui sont très dangereux. Et ces endroits-là, il faut aller en dessous de 80. Maurice Leroy, c'est vraiment un excès de pouvoir. Est-ce que vous n'avez pas été consulté, les maires, les élus, pour une telle décision? Bien sûr que c'est un excès de pouvoir. Je suis d'ailleurs signataire personnellement du recours au Conseil d'État contre cette mesure. Moi, je fais une proposition très simple à Édouard Philippe, le Premier ministre. J'ai été président du département de Loir-et-Cher. Donc, je sais comment ça fonctionne. Il suffit que le préfet, dans chaque département, décide de la limitation de vitesse après avis du président ou de la présidente de l'Assemblée départementale. Je n'ai pas dit un avis conforme, je dis après avis, qu'il sollicite. L'État a transféré la charge des routes et l'entretien des routes départementales aux conseils départementaux, donc ce serait logique. Je vais vous révéler une chose que j'entends nulle part. Aujourd'hui, pour mettre des radars sur des routes départementales, il faut solliciter l'avis de la collectivité départementale. Moi, j'ai refusé 2 fois sur Blois à l'époque. J'ai accepté après, parce que c'était pour piquer du pognon, c'était pas pour la sécurité. Et j'ai refusé. Donc voilà, si vraiment c'est la sécurité, et que c'est pas pour faire remplir les caisses de l'État, eh ben, si c'est pour la sécurité, on sera tous d'accord, c'est simple. Il suffit qu'Édouard Philippe dise, c'est les préfets qui décident, parce que c'est régalien, c'est le pouvoir de police de l'État, mais après avis des élus du président du conseil départemental. Vous voyez que c'est simple. Annie Genevard, quel est votre avis? Parce qu'on voit bien que ce sont des parlementaires de droite et du centre qui dénoncent un excès de pouvoir et puis des territoires ruraux touchés. Vous avez eu Gérard Collomb, Ah oui. ça, c'était le lapsus Attention, du Premier il pourrait ministre. mal le prendre. Vous avez eu Gérard Collomb qui, à l'Assemblée, n'a pas été très clair là-dessus. Et dans ses déclarations, rappelez-vous, il avait dit joker. On s'en souvient et c'est surtout le gouvernement Édouard Philippe qui s'en souvient. Votre avis? Oui. Jacques Mézard également, C'est vrai. ministre de l'aménagement du territoire, qui a exprimé et qui l'a fait savoir son hostilité à cette mesure. Nous ne la comprenons pas et nous ne l'acceptons pas. Elle hérisse les populations qui vivent dans les territoires ruraux, parce que c'est là que se concentre la majorité des routes qui sont susceptibles de passer à 80, y compris là où ça ne pose aucun problème de sécurité. Il y a véritablement un problème de méthode. Une décision autoritaire, unilatérale, sur tous les territoires, de la même façon, indistinctement, sans étude d'impact, sans concertation, naturellement.
On prétend qu'il y a eu une vague enquête, mais dont on n'a pas les résultats en Haute-Saône. Donc c'est vraiment la mesure technocratique, centralisatrice. C'est une faute politique et malheureusement, ce sont les populations qui vivent sur nos territoires ruraux. Moi, j'ai pas l'habitude de jouer Paris contre la province, mais là, véritablement, nous savons de quoi nous parlons et ça sera très préjudiciable. Et c'est pas la seule mesure à l'encontre des automobilistes. On pourrait parler aussi de l'augmentation. Mais celle-ci, pour vous, est emblématique. Mais celle-ci, elle est emblématique d'une méthode absolument C'est détestable. intéressant de voir s'il va y avoir, si je puis dire, un front commun, uni. Est-ce que vous êtes du même avis au Rassemblement national, Jean Messia ? Écoutez, nous avons depuis le début contesté fortement cette mesure. J'étais encore le week-end dernier en action tractage sur le terrain en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher, pardon. Effectivement, les gens sont très remontés contre cette décision. Alors, techniquement, si vous voulez, il y a un problème, parce que quand on établit un lien mécanique entre la baisse de la vitesse et le nombre de vies sauvées, mais dans ce cas-là, pourquoi on s'arrête à 80 ? Pourquoi pas faire 70 ou 60 ? Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de ridicule dans ce mécanisme un peu automatique. La deuxième chose, c'est que ça relève aussi de la philosophie du gouvernement, et notamment de la philosophie d'Emmanuel Macron. Ça touche quand même les territoires ruraux, la ruralité. Alors il y a effectivement là une fracture entre ceux qui se déplacent en Uber, qui surfent sur la 4G, voire la 5G, dont le mode de transport est souvent l'avion, la France qui va très vite, qui est mondialisée, et effectivement on pénalise les gens qui habitent dans la ruralité, et en diminuant la vitesse, c'est plus de stress, c'est plus de temps passé, et évidemment nous ne comprenons pas cela, d'autant plus que je vous rejoins, c'est une décision qui est uniforme, qui s'applique sur toutes les routes de manière indistincte, et ça nous contestons fortement cette politique à tout point de vue. Même son de cloche à la CGT, qui est, j'allais dire, moins concernée, mais quand même sur les sujets évidemment politiques qui nous concernent tous. J'ai quand même un avis sur la question. D'abord, je voudrais dire que j'entends beaucoup de démagogie électoraliste sur les adversaires de cette mesure. C'est une opposition qui coûte pas cher, qui apparemment est très populaire, donc il y a bon pour les futures élections. Si on veut parler de la sécurité routière et comment lutter contre l'insécurité routière, je trouve qu'il faut quand même condamner toutes les politiques gouvernementales qui sont passées, qui consistent à déléguer aux régions, à déléguer aux départements, aux communes, l'entretien de tout le réseau secondaire, qui se dégrade de plus en plus parce que justement ces collectivités territoriales ont été fortement attaquées par l'État, par le gouvernement, qui donne de moins en moins d'argent. Et puis, si on veut parler d'insécurité routière, moi je pense que c'est des problèmes de comportement, des problèmes individualistes de comportement qu'il faudrait traiter dès le plus jeune âge, dès l'enfance, et que ça serait une mission à donner. Les deux ne sont pas compatibles, on peut faire les deux. Bien sûr, mais l'éducation, et il y a parfois aussi oui, mais éducation, la répression. Oui. La vraie éducation, c'est-à-dire donner une mission à l'éducation nationale, d'éduquer les jeunes, comment se comporter sur la route, le code de la route, etc. Parce que c'est un problème de savoir-vivre, et pourquoi vous dites démagogie là sur tous les... Pourquoi démagogie? Mais parce que c'est quelque chose qui coûte pas cher de s'opposer aux 80 km/h. On sait qu'il y a des élections qui commencent à se profiler. Et puis, voilà, c'est pas... C'est ça qui est démagogique. C'est quand même assez... C'est pas vraiment une opposition. Donc, voilà, on va dans le sens. Moi, j'avais entendu la pub de la sécurité routière qui refaisait les mêmes réflexions sur le port de la sécurité, sur l'alcool au volant, etc. Et on se rend compte quand même qu'il y a eu diminution des accidents de la route. Donc, pardon, Sonia Mabrouk, mais bon... C'est parce que je ne veux pas faire front commun non plus avec tout le monde. Oui, enfin, s'il fait chaud dehors, ça ne veut pas dire qu'il pleut pour vous distinguer de nous. Donc, sincèrement... je dirais quand même pas la même chose que vous. Ah, ça, c'est une grande marque d'intelligence. Et puis, on sait, cher monsieur, en matière de démagogie, il n'y a pas d'élection professionnelle non plus, jamais. Donc, vous ne montez jamais le ton pour les élections professionnelles. Faites attention, parce que c'est des trucs qui peuvent revenir en boomerang. Moi, je n'ai pas fait quelque chose de démagogique. Il faudrait peut-être écouter ce que j'ai dit. J'ai dit les préfets. Tout le monde ne dit pas ça. D'accord ? J'ai dit disposition à prendre par les préfets après avis
du président ou de la présidente, c'en est une, de l'Assemblée départementale, parce que ce sont les départements qui connaissent le mieux le terrain, particulièrement dans les territoires ruraux. D'abord, ce sont eux qui gèrent les routes. Ils ont les personnels qui ont été transférés de l'État vers les collectivités. Vous devriez d'abord vous rapprocher des CGT territoriaux, vous verriez qu'ils sont en phase avec ce que je dis plus qu'avec ce que vous venez de dire à l'instant. Ne vous inquiétez pas, j'ai les bons contacts dans la Oui, mais CGT. moi aussi, j'en ai des bons. Donc, voilà. Donc, c'est assez Mais je vous ai simple. touché en Et on disant voit ça. bien... Mais et vous on avez voit les, bien- vous et on avez voit les bien- ambitions de vos moyens. Moi, Oui, c'est parce ça la que tous les question. propos populistes sur l'anti-parlementarisme, les anti-élus, en général, faites gaffe parce que ça ne donne pas des voix pour vous, ça donne des voix pour Mélenchon ou pour les amis de monsieur qui est présent sur le plateau. Donc vous devriez avoir d'autres discours. Mais c'est peut-être chacun Mélenchon se qui fait. recherche. Voilà, bon. Mais voilà. On donc, va le laisser s'exprimer donc- pour lui. Quand donc, même, oui. je veux dire, voilà, ma proposition, elle est simple. Et on voit bien qu'il y a un entêtement. On le sait bien, d'ailleurs. C'est quoi le sujet? C'est pas la sécurité routière qui est recherchée. On l'a lu partout. On voit bien que le Premier ministre a cherché C'est quelque un chose coup de politique. pour pour se démarquer du président de la République. Mais Annie, ça n'a rien à voir quand avec la même, sécurité on entend routière. votre discours Voilà. et on comprend que pour les élus, une décision qui vient d'en haut, qui vient de Paris, évidemment, c'est toujours gênant. Mais alors, ceux qui sont, évidemment, et nous tous qui sommes attachés, tout le monde est attaché à la sécurité routière, parfois, certains élus peuvent donner l'impression que c'est contre cela qu'ils vont. Comment vous adaptez votre discours qui doit être nuancé quand même sur un sujet Oui, où il y a bien sûr. des Je vies fais une humaines, proposition concrète, la c'est sécurité, nuancé, je vous ai dit. nuancé. Le préfet prend, Oui, mais il demande demandez l'avis l'avis aussi de- par département. Oui. Bah oui, c'est le bon sens près de Si, chez vous. bien entendu que nous sommes Personne très peut être attachés à contre la ça. question de la sécurité routière, qui ne le serait pas. Oui. Mais il aurait fallu que le gouvernement démontre que cette mesure avait un effet direct sur la sécurité routière. Or, une expérimentation, une vague expérimentation Oui, mais a été s'il n'y a faite pas en Haute-Saône. oui. Il n'y a pas eu de résultat. Elle n'est pas probant. suffisante. Non mais Annie Il n'y a Genard pas a eu- raison. il On n'y a n'a pas jamais eu- eu l'étude on d'impact. n'a jamais Le eu- président du on n'a Sénat, jamais Gérard eu- Larcher, l'a demandé, il ne l'a jamais eu. On n'a jamais eu la conclusion de cette étude. Alors vous voyez bien que ça nourrit le soupçon d'un coup politique qui est effectivement destiné à singulariser le Premier ministre. Donc là, il y a une question de méthode, il y a une question d'instrumentation d'un sujet qui devrait faire consensus, la sécurité routière, et qui, tout au contraire, clive. Donc c'est vraiment une mauvaise méthode, une mauvaise manière, une mauvaise décision. Et je pense que le Premier ministre n'a pas convaincu le gouvernement et qu'aujourd'hui, ils sont plus embarrassés qu'autre Vous chose. savez, Gérard malgré Collomb, tout, c'est pas par hasard si Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, c'est en charge police, gendarmerie, a mis son joker. Oui. C'est pas par Enfin, hasard. depuis, il a été recadré. Vous Oui, avez enfin, il suivi était recadré, l'affaire. mais il est toujours Oui, là. mais- oui, et bah oui. et il pense toujours ce qu'il pense. Et il a raison. oui. Vous savez pourquoi, Sonia Mabrouk? C'est un truc simple. Après, on fait comment sur les routes, là, pour faire appliquer la décision? Ça va être sympa pour nos policiers, nos gendarmes qui n'ont pas autre chose à traiter par les temps qui courent, de terrorisme, de sécurité, enfin, c'est- etc. Bah, ça va être. Mais alors, dans ce ça va cas-là, être ça vaut rock'n'roll. pour tout, Ça change pardon. rien, il y a des- Ça mais ne non, va ça pas change pour rien, tout. il n'y aura pas besoin de Parce plus que d'effectifs. Comment, Ils comment contrôleront à voulez-vous 80 faire plutôt qu'à appliquer 90, ça ça. partout? C'est Attendez, à 10 inapplicable. km ça sur la change rien, vitesse, ça. je pense C'est qu'ils pas un peuvent bon contrôler. Ce sera inapplicable en réalité. Mais non, On ça, a c'est compris pas, votre ça, c'est pas un bon argument parce qu'il n'y aura pas besoin de pas plus ça. Non, de. mais s'il y a, C'est un non, mais truc s'il y a en plus. Ça, la il n'y aura pas besoin de plus de policiers ou de gendarmes qu'il y en pour. avait besoin de plus. Voilà. Je dis que ça Non, ne mais si s'appliquera on veut pas. parler de sécurité, de véritable sécurité routière, il faut un jour ou l'autre parler quand même des investissements publics, des investissements sur la sécurité des routes, sur l'aménagement de certains carrefours dangereux. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de jeter comme ça une mesure un peu démagogique, il faut bien le dire, un coup politique, plutôt que s'attaquer à la racine de la sécurité routière qui, pour le coup, coûte de l'argent. Et comme on n'a pas d'argent à mettre, on préfère faire des coups comme ça qui Donc, ont vous, l'air vous admettez qu'on n'a pas d'argent. consensuels. Vous le dites vous-même, Jean-Michel, on n'a pas d'argent. Ben, Non, mais sauf que effectivement, les- on n'a pas d'argent. Mais Oui. pardon, On n'a les pas d'argent. départements aménagent les routes. D'ailleurs, il faut que les téléspectateurs le sachent. À chaque fois qu'ils payent des amendes de police, c'est fait pour améliorer la Ah oui, sécurité ça, et les on en paye travaux. assez pour savoir qu'il y a quand même une Oui, chaîne mais c'est d'agilité, pas quand même. inutile, Oui. ça sert à la sécurité J'ajoute- routière. Il y a des Mais il y a- aménagements oui, mais il y a qui sont encore, faits. oui, mais il y a encore plein de. Je crois qu'il faut une politique aussi d'État à un moment D'accord, ou l'autre. Il y a quand même des zones, si vous voulez, où les départements, les localités, comment dirais-je, les représentants locaux n'ont pas les moyens de tout faire. Et donc il faut une politique de sécurité Mais vous routière, croyez vraiment que ce d'investissement public de recours l'État. va aboutir, Un sincèrement dernier point tout de même. Nous Les verrons bien. automobilistes, On a eu raison de le faire, en tout cas. ont vraiment le sentiment d'être Des dans vaches à lait. la cible du gouvernement. Les radars embarqués,
la diminution de la vitesse, l'augmentation de l'essence et du gasoil. Tout ça compose un paysage qui, évidemment, est très défavorable pour les ruraux. Parce que qui prend sa voiture pour aller travailler ? Et il faut 2 véhicules par foyer dans les territoires Autre ruraux. sujet important parce qu'il nous concerne également tous, il touche au quotidien parce qu'il va concerner les vacances d'été. À l'instant, il y a cette information, cet urgent auquel je vous fais réagir, Jean-Pierre Mercier, puisque la CGT vient d'annoncer qu'elle appelle à la grève pour le mois de juillet, ça on le savait, et également pour le mois d'août. Donc voilà une grève qui se poursuit. Vous entendez là ce qui est en train d'être dit jusqu'au boutiste. Pourquoi maintenant, alors que le parcours législatif est derrière vous, derrière nous, pourquoi continuer cette grève ? Parce que cette réforme et le pacte ferroviaire doit être abandonné. Parce que la grève, elle est juste. Parce que la mobilisation, elle est juste. Et il y aura grève tant que les cheminots décideront, les plus déterminés, les plus militants, les plus conscients, les plus mobilisés. Non, les plus conscients, les plus déterminés à défendre l'intérêt général décideront de se mettre en grève et de défiler dans la rue. Alors là, pardonnez-moi, ça va toucher. Là, ça va toucher au départ. Parce que défiler dans la rue, c'est une chose, mais les perturbations dans les transports pour les vacances, c'est autre chose. Écoutez, on nous a fait le coup sur tous les trucs. Il y a eu le bac. Avant, il y avait on empêche les gens, les cheminots empêchent les gens d'aller travailler, etc. Là, il va y avoir des répercussions sur les départs en vacances. Bah oui, quand les cheminots s'arrêtent de travailler, il y a des répercussions sur le transport en France. Encore une fois, moi, je suis extrêmement fier de tout le mouvement de grève, de toute cette grève qui a eu lieu et qui va continuer. Dites-moi juste un élément. Qu'avez-vous obtenu ? De se mettre debout. Qu'avez-vous obtenu dans la réforme je vais vous répondre. De se mettre debout, de relever la tête et de ne pas baisser les bras devant Macron. Qu'est-ce que vous avez obtenu ? Mais vous avez appelé à voter pour lui, alors vous plaignez pas. Écoutez, excusez-moi, moi j'ai voté blanc au deuxième tour. Non, mais la CGT a appelé pour voter Macron. J'ai voté blanc. J'ai encore les tracts. Ce que la CGT a fait, c'est d'appeler les travailleurs à ne pas voter Front National. Non, à voter Macron. On va pas refaire le match de la présidentielle. Donc assumez Macron. Ce que les cheminots ont obtenu, c'est d'abord de se mettre debout, de relever la tête et de dire qu'on ne va pas se laisser faire face à Macron. Bien sûr qu'aujourd'hui, le jusqu'au boutiste, c'est qui ? C'est le gouvernement. C'est Édouard Philippe. C'est Emmanuel Macron. À ne pas vouloir discuter, à ne pas vouloir... Certains ont voté cette loi. Et alors ? On a bien vu dans le passé... le CPE qui avait été voté et bien voté et qui a été mis à la poubelle face à la mobilisation. Vous savez, c'est évident que des batailles, la bataille va continuer parce que Macron ne va pas s'arrêter là. Bien sûr qu'il va. Le CPE n'avait pas été voté, monsieur. Si le pacte ferroviaire s'applique, bien sûr qu'il va y avoir destruction de droits chez les cheminots, mais même il va y avoir une répercussion sur les usagers. Pourquoi vous êtes syndicaliste. Il y a les autres syndicalistes, l'UNSA également, que vous respectez, la CFDT également. Pourquoi ils n'ont pas envie de se mettre debout ? Il manque de fierté par rapport à vous ? Je ne comprends pas. Vous dites on se met debout comme un sentiment. Visiblement, ils ont décidé de quitter la grève et de quitter le mouvement. Ça les regarde. Ça vous regarde un peu quand même, c'est un front syndical. Vous savez, ceux qui font grève, c'est d'abord et avant tout les cheminots. C'est les conducteurs, les aiguilleurs, les guichetiers. C'est eux qui vont décider, de toute façon, encore pendant combien de temps il va falloir faire grève. Et ils sont prêts à faire grève. Il faut aller jusqu'au bout des possibilités du mouvement, bien sûr. Et encore une fois, moi, j'en suis très fier de ce qu'ils ont fait, parce que ça a fait discuter dans toutes les usines en France. Ça a fait rediscuter parmi tous les militants ouvriers, mais aussi parmi les salariés, que oui, il est possible de faire grève. Moi, j'ai encore le souvenir au tout début... heureux en démocratie. Oh, vous savez... comment ça, je sais. Avant même que cette grève n'avait démarré, j'ai fait quelques plateaux de télé et j'ai pu entendre dire, non seulement de la part de responsables politiques, mais aussi de chroniqueurs, d'experts, que de toute façon, cette grève, elle ne pouvait pas avoir lieu, que de toute façon, elle ne durerait pas longtemps. Vous savez, ça fait 3 mois qu'ils sont en grève et ça, franchement, je leur tire mon chapeau. On va laisser réagir. Annie Genevard. Alors, vous l'avez voté. Alors, nous avons voté cette loi parce qu'elle nous semble aller dans le bon sens et dans le droit fil de ce que Nicolas Sarkozy avait commencé, avec la réforme du système de retraite et l'alignement des trimestres, avec l'instauration du service minimum. Donc là, il y a une continuation. L'ouverture à la concurrence, c'était quelque chose d'inscrit déjà depuis un moment. La fin du statut de cheminot, nous y sommes favorables. La réorganisation
de la société. Nous y étions favorables. Bon, même si cette réforme, dans son application, est un peu lointaine, même s'il reste des questions, la convention collective, et je pense que c'est une des motivations de la poursuite de la grève, c'est parce que la convention collective est encore en négociation. Pour ce que ne dit pas Jean-Pierre Mercier. Rien qu'à vous entendre, moi j'ai envie de faire grève. Rien qu'à vous entendre, j'ai envie de faire grève. Rien qu'à vous entendre, je comprends encore moins les raisons de votre grève qui va toucher des gens modestes, des gens qui partent en vacances, des gens qui vont travailler. J'entends parler mon patron. Votre patron, il n'a peut-être pas tort, vous feriez mieux de l'écouter davantage. En tout cas, il reste des points de vigilance, voire des points d'inquiétude. Comment on finance la reprise de la dette ? Comment on met fin au déficit structurel ? Comment on préserve les petites lignes qui aménagent le territoire ? Ça, c'est des inquiétudes que nous avons. Qu'est-ce qu'on pense de la stratégie de la CGT ? Parce que regardez, c'est le titre de notre débat, et j'imagine que pour ceux qui regardent et qui organisent et qui ont la chance de pouvoir partir en vacances, se disent comment on va faire. Ça, c'est une question normale, hein, Jean-Pierre Mercier. Comment on va faire en juillet, en août, s'il y a des perturbations, etc. Sans compter que ça coûte très cher à l'entreprise. Ça la met en grande difficulté. Nous n'avons jamais, évidemment, acquiescé à la méthode et aux modalités du refus de cette réforme. Nous-mêmes, sur le principe, on est radicalement opposés à cette réforme pour une raison simple, c'est que l'issue de cette réforme est la privatisation. Alors j'entends dire non, mais dans la loi, il n'y a pas marqué, etc. Oui, mais sauf qu'à côté, le gouvernement prend par exemple la loi Pacte, dans laquelle il va autoriser la vente de départs dans ADP. Donc on voit la philosophie globale du gouvernement. Il y a marqué noir sur blanc l'incessibilité. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, vous avez... Oui, mais d'abord, c'est une loi. Loi, ce que le peuple a fait, le peuple peut le faire. N'importe quelle loi, vous serez pas... Oui, non, mais je veux dire, c'est pas acquis. Je veux dire, on a eu des tas d'exemples. Le gouvernement peut le défaire. On a eu des tas d'exemples dans le passé d'entreprises publiques qui ont été effectivement mis à la concurrence, dans le domaine concurrentiel, avec les responsables qui juraient leur grand Dieu que ça serait jamais privatisé, et on a vu à la fin que ça a quand même été privatisé. Maintenant, sur les modalités de la grève, nous, évidemment, on ne peut pas soutenir des mouvements qui affectent le peuple et qui affectent surtout des gens dans les communes les plus isolées où, justement, ils ont besoin de trains. Donc, effectivement, bien sûr, vous n'êtes pas pour la grève. Bien sûr que vous n'êtes pas pour la grève. On n'est pas pour la grève parce que vous êtes contre les travailleurs. Non, c'est pas... vous êtes contre les travailleurs. Non, mais je veux dire, nous, si vous voulez, le syndicalisme dinosaure, c'est terminé. On n'est plus dans les années 50. Là, vous êtes en train d'insulter des milliers de cheminots. Il faut revenir. Vous êtes en train d'insulter l'ensemble du monde du travail. L'ensemble du monde du travail. D'abord, j'insulte personne. Et deux, je suis en train de critiquer des responsables syndicaux qui, effectivement, ne représentent pour la plupart du temps qu'eux-mêmes, d'accord, et qui... des milliers de cheminots et qui passent plus de temps... Pas et qui passent plus de temps... Ils n'existent pas, mais ça m'étonne pas. Et qui passent plus de temps sur les plateaux télé qu'au milieu des leurs. Vous savez, juste, vous savez, quand on leur demande de venir, j'ai encore en mémoire quand il y a eu l'affaire des chemises déchirées d'Air France, vous vous souvenez, tout le monde s'en souvient. J'ai encore en mémoire les propos de Marion Maréchal Le Pen qui demandait l'intervention des forces de l'ordre, des CRS, pour virer les syndicalistes. Oui, bien sûr, quand les travailleurs relèvent la tête, quand ils se mettent en grève, quand ils défendent leur vie, quand ils défendent leurs conditions de travail, quand ils défendent leurs conditions de travail, vous êtes contre eux. Et là, on voit vraiment le vrai visage du Front National. C'est-à-dire que vous êtes du côté du MEDEF, vous êtes du côté des milliardaires, vous êtes du côté des riches. Bien sûr. Oui, bien sûr. Enfin, bon. Les années 60, c'est terminé, monsieur. Mais 68, c'est fini. Vous savez, moi, je suis né en 68, donc je sais bien que c'est terminé, ça. Aujourd'hui, on est en 2018, et la grève des cheminots, elle vous est pas passée. Non, elle vous est pas passée. Alors là, elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée pour des millions de Français, cher monsieur, des dizaines de millions de Français. Je me demande si le grand gagnant, en écoutant tout cela, Maurice Roy, c'est pas le gouvernement qui a divisé les syndicats, qui a aussi divisé la scène politique et qui est arrivé à faire passer sa réforme, quoi qu'on en pense. Parce que là, on vient d'assister à un sketch, parce que pour moi, c'est un sketch, parce que c'est la deuxième partie très pratique pour notre ami syndicaliste, parce que il ne savait pas comment prendre le truc, là, puisque le délégué national du Rassemblement national a commencé par avoir exactement la même opposition au texte que celle que vous aviez exprimée. Et d'ailleurs, je regardais l'écran volontairement, parce qu'à un moment donné, première partie du débat, j'ai dit, tiens, peut-être qu'il remontre qui est Rassemblement National, qui est CGT, parce que sur le texte, il n'y a rien qui vous distinguait, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre vous. Le statut de la SNCF. Ils sont contre les cheminots. Mais c'est pas vrai, attendez. Ils sont contre les travailleurs. Attendez, le statut de la SNCF, le statut de la SNCF actuel, il date de 47, c'est le général de Gaulle. Maurice Roy, on peut penser aux usagers, aux clients de la SNCF d'abord. Je vous ai écouté, et l'un et l'autre, et pourtant je sais que c'était assez difficile à suivre à un moment donné.
revenons au fond. Le fond, c'est ce qu'a très bien dit ma collègue et amie Annie Genevard à l'instant. Le fond, c'est quoi? Vous avez là, c'est pas banal, 2 députés qui ne sont pas dans la majorité parlementaire. Annie Genevard est du Parti des Républicains, je suis centriste de l'UDI. Nous avons tous deux, comme nos collègues, voté ce texte. Pas banal quand on n'est pas dans la majorité de voter un texte. Voilà, bon. C'est pas l'autre cas. Et nous l'avons, oui, c'est ce Voilà. que je disais à l'instant. Je vous reconnais que ce n'est pas votre cas. Et pourquoi nous avons voté ce texte? Parce qu'effectivement, dans ce texte, d'abord, il faut le dire, entre le texte initial et la discussion parlementaire, il y a eu effectivement des évolutions et les parlementaires, y compris Très peu. de l'opposition, ont pu aussi faire entendre leur voix. Sur l'incessibilité, ça n'était pas dans le texte de loi à l'origine. Non, ça a C'est été la ajouté discussion finalement. parlementaire. Et par Voilà. contre, je dis- CQFD. Donc, je le dis. ça veut dire quoi? Les c'est que parlementaires ont fait Ah, avancer le débat. vous n'avez pas interrompu, Je vous en d'accord. prie, Bien. allez-y. Non, parce que je sais faire aussi, vous verrez. Après, Non. si vous jouez à ça, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Ne jouons pas, allons Donc, sur le fond. Non, mais le tout, c'est de se respecter. Et là, par contre, mais si l'UNSA et si la CFDT sortent aussi du mouvement, voilà, en observateur, c'est quoi? C'est parce que vis-à-vis de leur mandant, elles ont obtenu, effectivement, au plan syndical. Et c'est bien, il faut le dire. C'est la mobilisation des cheminots, elle a été utile. Là, pour le coup, que ce soit CGT, CFDT ou UNSA. Ils se sont battus et ils ont obtenu un certain nombre de choses. Et c'est là où on ne comprend pas bien la position de la CGT, que je respecte. De toute façon, comme l'a dit monsieur, ce sont les cheminots qui décideront. Respectons ça, on est dans une démocratie, voilà. Mais à la vérité, on voit bien que c'est un espèce de combat quand même d'arrière-garde, puisqu'il y a quand même beaucoup d'acquis qui ont été obtenus. Il n'y a pas de privatisation. Voilà, il n'y a pas de privatisation. C'est clairement dans le texte de loi. Et il y a un certain nombre, notamment sur la dette. L'un des enjeux majeurs, c'était la dette de la SNCF. Elle a été prise en compte, effectivement. Là, et donc, il faut C'est clair sur entendre. le fond. J'essaie de comprendre, et on essaie de comprendre pour ceux qui nous regardent, pourquoi ça se poursuit en juillet et en août. Parce que vous avez parlé des cheminots, il faut dire, parce qu'on en a reçu, qu'ils sont aussi épuisés par cette grève perlée. Ce n'est pas évident, parce qu'il y a des conditions financières, il faut être présent. Donc c'est aussi un investissement pour les cheminots qui sont en grève. Donc si vous poursuivez jusqu'en juillet et en août, c'est qu'il y a des raisons derrière, Jean-Pierre Mercier. Annie Genevard a évoqué la nouvelle convention collective qui va déterminer quand même les nouveaux droits et les nouvelles règles qui s'appliqueront aux nouveaux embauchés, vous sauriez, mais il y a également les négociations sur les salaires. On imagine que c'est pour ça que vous êtes debout, comme vous dites. Aussi, Écoutez, la grève, elle se poursuit c'est d'abord. pas juste pour être debout face à Emmanuel Macron. Et bien sûr. Ça, c'est un gain collatéral à la grève. Le fait de pouvoir se mettre debout, de pouvoir relever la tête et de pouvoir se compter et faire la démonstration que ce pacte ferroviaire ne passe pas. Mais j'ai l'impression que vous voyez en opposant politique numéro 1 Emmanuel Macron. C'est pas une opposition Apparemment, politique, parce c'est qu'elle devient tout simplement pas les cheminots sont attaqués au plus profond sur pas seulement sur le statut, mais sur leurs conditions de travail, sur leurs conditions de vie, et y compris même sur le réseau secondaire. Vous verrez que demain et après-demain, il y aura pratiquement plus de réseau secondaire, que les prix vont flamber, que les forfaits vont flamber, et tout le monde va payer. Et peut-être que là, tous ceux qui auront milité contre la grève, des cheminots, ils se diront, en fait, ils avaient raison. Maintenant, la grève, elle continue. Elle n'est pas finie, parce qu'il y a encore un certain nombre de cheminots qui ont décidé de ne pas s'arrêter, de pas baisser les bras, et ils ont bien raison, et moi, je suis de leur côté. Et il faut aller le plus loin possible, bien sûr. Sur la question du statut du cheminot, ils ont obtenu quand même quelque chose de majeur que M. Mercier passe sous silence, c'est que le cheminot passant au privé peut revenir sous statut du cheminot de la SNCF. Donc c'est pas rien. Que l'UNSA et la CFDT ça rend sont sorties de incompréhensible l'entêtement En tous les du cas, mouvement. elle se poursuit pour la CGT. Je voudrais vous faire réagir. De toute façon, à vous ne l'avez présent. pas compris ce mouvement depuis le début, parce que vous l'avez combattu. Parce que vous êtes exactement, oui, du côté d'Emmanuel Macron, vous êtes du côté de On est toutes du les côté entreprises de- privées on est du côté qui de veulent l'avenir bouffer la d'une SNCF. Qui société veulent bouffer la qui SNCF. produit Donc 3 milliards de déficit par an et sur laquelle Entendez que nous, on est La dette de la aussi- SNCF, c'est vous qui en êtes responsable. sommes- Vous, je les parle politiques, du déficit vous- annuel structurel de c'est 3 vous milliards qui en d'euros êtes par an. responsable. C'est pas Si les on cheminots ne fait qui en sont rien, responsables. c'est la mort de la C'est vous SNCF. qui avez décidé de toutes ces politiques, de tous ces investissements, de pouvoir faire en parle sorte pas que de la la dette, monsieur SNCF Mercier. Je doive parle du déficit annuel accepter de d'acheter l'entreprise. Alstom et compagnie. C'est vous qui en êtes responsable de cette dette. En tout cas, c'est pas les cheminots. Eux, ils ont rien volé. Alors, Enfin, en tout cas, c'est au final, à la fin des fins, qui que ce soit,
c'est le contribuable français qui va payer. Hein, voilà. Et l'usager. À la fin des Oui, c'est pas les actionnaires d'Alstom. C'est pas les actionnaires d'Alstom. L'usager qui Et a monsieur empêché de Mercier, circuler. C'est pas les actionnaires d'Alstom. Essayez d'entendre modestement et humblement que les élus de la représentation nationale, quelle que soit leur sensibilité politique, peuvent être aussi attachés que vous à la SNCF, aux cheminots et être proches des cheminots. Et Que nous personne ne milite contre la grève. Parce sûr. que personne ne milite contre la grève. Je suis pas d'accord avec vous. La grève est un Je voudrais droit. vous faire réagir. Et d'ailleurs, on peut militer contre. ça empêche Et la pas de s'y grève est un mettre. droit, et Donc, d'ailleurs elle voilà, se poursuit. ça n'a pas Voilà, de- annonce de la pas de CGT sens. qui appelle à la grève donc au mois de juillet et au mois d'août. Et pardon, Autre mais toutes les sujet. enquêtes d'opinion C'est montrent important. aussi que Non, c'est vrai. l'opinion, Oui. très Alors, majoritairement, on a vu est l'évolution favorable d'opinion. à cette réforme. Opinion également sur un autre sujet sensible, justement, les migrants, crise politique et identitaire, point d'interrogation. Mais d'abord, direction les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'on vient d'apprendre que Donald Trump, vous savez qu'il y a une polémique qui enfle aux États-Unis avec les enfants qui sont séparés de leurs parents sans papier quand ils arrivent à la frontière, quand ils arrivent du Mexique. Eh bien, Donald Trump vient de céder ou de changer d'avis. Il a effectivement signé un texte, ou il va signer un texte pour éviter désormais la séparation des familles. Petit tour de table, première réaction, Jean Messia. Alors moi, je me méfie beaucoup de la manière dont l'information en provenance des États-Unis est traitée en France. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'il y a effectivement Alors un là, ancien... c'est Donald Trump qui annonce qu'il va signer un texte pour éviter la séparation des familles. Ce qui se passe aux États-Unis, on voit bien, si vous voulez, qu'il y a un ancien système, un ancien monde qui a été défait par Donald Trump et qui continue à ferrailler contre lui pour tout. Bon, ça c'est sur la forme. Sur le fond, quand des parents, si vous voulez, quel que soit le contexte, vont en prison, il est quand même assez rare qu'ils y soient accompagnés de leurs enfants. Donc c'est un peu normal que ces gens étant dans une situation illégale, les enfants ne les accompagnent pas dans les centres de rétention. Je dirais que la faute majeure, c'est quand même la faute de ceux qui tentent ce voyage hyper dangereux avec leurs enfants et qui prennent autant de risques. Et c'est aussi la faute des démocrates. Vous approuvez qu'ils étaient séparés de leurs parents ? Bien sûr. Écoutez, c'est ce qu'il est en train de dire. Pour l'instant, sur cette mesure-là, il est quand même assez difficile de faire autrement, puisque, encore une fois, nous avons pendant 40 ans aux États-Unis un système qui a encouragé l'immigration, et notamment l'immigration illégale, en ne faisant rien pour la réguler ou pour la contrôler. Et donc, effectivement, quand vous arrivez et vous trouvez cette situation, il faut prendre des mesures parfois symboliques et parfois fortes pour essayer de dissuader. C'est comme pour l'aquarium chez nous. Parce qu'on peut, c'est ce que vous défendez, vous dites des mesures fortes. On a vu que là, il s'agissait d'enfants, que la polémique a enflé jusqu'à quand même faire reculer Donald Trump qui affirme à l'instant « nous voulons garder les familles ensemble ». Je signerai quelque chose bientôt parce qu'il espère, il faut rappeler le contexte politique, une loi et faire passer ça ou avaler ça au Congrès. Mais tout ce qui s'est passé ne vous a pas choqué ? Ça m'a choqué parce que c'est effectivement, les images sont choquantes. Mais je veux dire, nous, on n'est pas là dans l'émotionnel, si vous voulez. Il faut traiter quand même la politique migratoire autrement que par des images émotionnelles. Là, effectivement, c'est quelque chose qui révulse n'importe quel être humain. Mais je veux dire, il faut quand même régler ce problème de l'immigration incontrôlée, qui est d'ailleurs pas une immigration, comme on a tendance à le dire, une immigration morale. C'est pas une question morale, l'immigration, contrairement à ce qu'on veut faire croire. C'est juste une question économique, en fait. L'immigration actuelle, c'est une logique néo-négrière qui profite à des grandes multinationales, qui profite à la finance mondiale et qui encourage des pauvres gens à venir s'installer aux États-Unis et en Europe pour effectivement faire une pression à la baisse sur les salaires, et on en profite d'une certaine façon. Donc moi cette logique-là, si vous voulez, je peux pas la cautionner. Et voilà, et sur les chiffres, je vais rappeler que 2300 mineurs ont été séparés de leurs parents là au cours des 4-5 dernières semaines. Jean-Pierre Mercier. Pas étonné du tout du discours du Front National, qui est le même. Maintenant, c'est les parents qu'il ne faut pas mettre en prison, tout simplement. Et c'est personne qu'il faut mettre en prison. Pour moi, c'est une évidence. Bien sûr qu'il faut ouvrir les frontières. Bien sûr que ceux qui combattent les flux migratoires, c'est comme s'ils combattaient le fait que la Terre tourne. C'est quelque chose, de toute façon, d'impossible. Mettez-vous dans la peau de familles entières, de populations qui fuient la misère, parce qu'ils fuient la mort, ils fuient la pauvreté, ils fuient les guerres, ils fuient la crise économique qu'il y a dans leur pays. C'est évident que cette force-là, elle est bien plus grande que les miradors, les barbelés, toutes les lois, les fusils, les tirs à balles réelles. Voilà. Alors,
on en vient à des situations qui sont extrêmement dramatiques. Voilà où on en est dans un continent, l'Europe, qui est un des continents les plus riches du monde, où on voit maintenant dans les Alpes, quand il y a la fonte des neiges, on voit les corps des migrants qui ont essayé de passer pendant l'hiver. On en est là. Alors moi, les migrants, vous savez, pour moi, ce sont mes frères. Ce sont mes frères parce que quand ils arrivent ici, ils sont travailleurs. Vous en avez combien chez vous ? Ils vont renforcer le camp du monde du travail. Alors j'entends la petite phrase, et vous en avez combien chez vous ? Oui, ça c'est la phrase des nationalistes, c'est la phrase des patriotes, c'est la phrase, etc. Bien sûr, et combien d'argent, combien de milliards, de centaines de milliards sont déversés dans les caisses de ceux qui n'en ont pas besoin, dans les coffres en banque de ceux qui n'en ont pas besoin. Je parle des milliardaires, je parle de la famille Peugeot, je parle des actionnaires d'Alstom. Il y a de centaines de milliards qui sont déversés là-dedans. Bien sûr qu'on a le devoir, et on a le devoir d'ouvrir les frontières et d'accueillir tous ceux qui veulent venir. Juste un mot, vos ancêtres politiques, cher monsieur, étaient justement contre l'immigration pour des raisons économiques. Écoutez ce que disait Georges Marchais au début des années 80. Et vous allez comprendre. C'est pas mon ancêtre politique, Georges Marchais. Revoyez vos fiches. Voilà. Mon ancêtre politique, c'est Karl Marx. C'est travailleurs de tous les pays. Unissez-vous. Oui, mais c'est pas. Voilà, c'est l'abolition des frontières. C'est ça mon ancêtre politique. Quand on a 10% de chômage en France, monsieur. Vous me connaissez même pas. Vous trompez. Non, mais quand on a 10% de chômage en France, vous pouvez toujours dire travailleurs de tous les pays. Unissez-vous. Commencez par unir les travailleurs de votre propre pays. Après, on verra. C'est ce que je m'efforce de faire contre vous. Revenir au sujet, s'il vous plaît. Mais le sujet, c'est que. Le sujet, c'est que. C'est que ce sujet fracture à l'intérieur des familles, on le voit d'ailleurs dans la majorité du président de la République, fracture à l'extérieur, fracture l'Europe, ces divisions et polémiques. Bien sûr. Bon, d'abord, on le voit bien, cette position de Donald Trump, absolument inhumaine, n'était pas tenable. Et d'ailleurs, il ne peut pas la tenir, puisque évidemment, il va être contraint de signer un texte, il vient de le déclarer, permettant de faire ce qui se passe d'ailleurs en France ou en Europe, où on ne peut pas séparer des mineurs de famille. Ça n'existe pas, ça, ni en France, ni en Europe. Heureusement d'ailleurs, voilà, humainement. Donc, évidemment qu'il ne peut pas tenir cette position. Et d'ailleurs, il ne la tiendra pas. Évidemment que ça va être évidemment modifié. Maintenant, si on revient à l'Europe, moi j'ai souvenir, je veux lui rendre hommage, de cette grande personnalité politique qui va bientôt entrer au Panthéon avec son époux. Je me souviens de Simone Veil. Et je me souviens qu'avec les centristes, depuis 1989, de façon constante, avec Simone Veil, elle avait porté ce combat, et je veux lui rendre cet hommage, on s'était battu pour qu'il y ait des gardes-côtes européens. Et j'entends parfois, à l'extrême droite ou ailleurs, on fustige l'Europe. C'est tellement facile, n'est-ce pas, de dénoncer, de pointer du doigt l'Europe sur les questions migratoires. Il y a juste un problème, on n'a jamais donné cette compétence à l'Europe. Il est là le problème. C'était un beau combat de Simone Veil, et nous, les centristes, nous continuons à porter ce magnifique combat de Simone Veil. A tellement changé. Elle a changé. Oui, Sonia Mabrouk. Mais pardon, ça veut dire que Simone Veil était déjà visionnaire et qu'elle avait raison de vouloir. Elle avait raison d'ailleurs depuis. Et c'est une des Donc décisions. il manque des grands leaders sur l'Europe, c'est ce que vous dites. Donc il n'y a pas de grandes décisions parce qu'il n'y a pas de grands leaders. Oui, il manque de grands leaders sur l'Europe. Je me réjouis d'ailleurs qu'enfin il y a eu cet accord entre Angela Merkel et le président Emmanuel Macron pour faire un véritable budget européen. Enfin, avec beaucoup de zones d'ombre encore. Attendez, Non, mais avec des zones d'ombre. Reconnaissons, Très bien. Reconnaissons ce qu'il en est aussi. Je vais essayer de l'expliquer. Donc, parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi dégager les moyens au niveau européen. C'est pas vrai que c'est chaque pays qui s'en sortira. Ça n'existe pas, ça. Voilà. Donc c'est au niveau européen que les mesures doivent être prises. Il faut mettre en amont. Pardonnez-moi, si on veut l'unité, il faut des hotspots. Quand vous dites au niveau européen, parlez-moi de la décision autrichienne, parlez-moi de la décision hongroise, parlez-moi de la décision italienne. Et dites-moi avec qui vous vous mettez d'accord. Je viens de vous parler de l'Union européenne. Puisque chaque État ne le fait pas, c'est au niveau de l'Union européenne que ça doit être fait. Et de toute façon, là, je vais rejoindre M. Mercier. Faites attention. Ça va bien se passer, vous allez voir. Je vais le rejoindre sur au moins une question. Si vous ne le faites pas, vous pouvez mettre tous les miradors, tout ce que vous voudrez, machin.
effectivement que la pression migratoire est telle que vous n'y arriverez pas. Donc ça doit se faire dans les pays d'origine. Allez, les Il faut des réactions, hotspots dans les Steven pays va. d'origine. Voilà. Oui, donc sur cette oui. question, on est confronté à un défi absolument gigantesque. Et je voudrais dire que la première chose qu'il faudrait obtenir de nos dirigeants, c'est qu'ils aient une position claire. On voit bien que Angela Merkel, en décidant Là, vous parlez de Laurent Wauquiez aussi. d'accueillir sans réserve, a suscité la rébellion de son peuple. On voit bien qu'Emmanuel Macron, dans l'affaire de l'Aquarius, a été tout sauf cohérent. D'abord non, puis oui, mais oui à moitié. Annie Donc Genevard, en même on aimerait temps, bien connaître la position des Républicains aussi. mais la position des Ah bah Républicains. si. Alors d'abord, je voudrais dire que nous avons une convention à la fin du mois, le 30 juin à Menton, sur l'Europe et qui mettra au premier plan de l'ordre du jour la question migratoire. Alors, je suis d'accord avec l'idée que cette question doit être traitée au niveau européen, mais ça ne dispense pas des États de donner aussi leur conception, leur vision des choses. En tout état de cause, c'est une crise qui, faute de l'avoir gérée dans le passé, nous revient en boomerang aujourd'hui, et on ne peut plus laisser les choses en l'état. Et quand j'entends Angela Merkel et Emmanuel Macron dire il faut qu'on obtienne le maintien du dublinage, qu'on appelle le dublinage, c'est-à-dire le retour dans les pays d'origine des migrants, eh bien, on sait bien que ça ne marche pas. C'est faire perdurer un système qui nous amène dans une... Il nous reste peu de temps. Je vais juste préciser, pardonnez-moi Jean-Michel, que Donald Trump s'exprime en ce moment depuis Washington en direct et qu'il déclare ceci, donc qu'il change d'avis, en tous les cas, sur les enfants séparés de leurs parents et qu'il peut peut-être signer un texte dans ce sens. Au nom de quoi est-ce qu'on proclame que les nations ne peuvent plus rien faire toutes seules ? Cette logique n'est valable qu'en Europe. Il n'y a qu'en Europe qu'on décide de démanteler les frontières nationales. Il n'y a qu'en Europe qu'on décide que nous sommes des pays mineurs, au sens de la minorité légale, et on a besoin de tuteurs européens pour faire à notre place. Mais aucun pays au monde nous a suivis sur ce délire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas question de stopper toutes les migrations. On ne parle pas d'une immigration zéro. Bien sûr que c'est vers ça qu'on tend pour l'instant, parce que nous n'avons plus les moyens d'accueillir. Mais admettez quand même qu'entre 1,5 million d'immigrés clandestins et légaux qui arrivent chaque année et zéro, nous avons quand même des marges appréciables de progrès. Donc il y a quand même un volontarisme politique qu'on peut mettre en œuvre pour tenter de juguler la réalité. Et si le rôle du politique, c'est simplement d'être en spectateur faussement détaché en disant on ne peut plus rien faire, il faut livrer nos moyens d'action à l'Europe, aux Nations Unies, etc., on ne fera plus jamais rien. On arrive à la fin de ce débat. Nous croyons dans le volontarisme politique. Non, mais nous moi, ne croyons pas en l'impuissance. Moi, je crois totalement au volontarisme politique. Je trouve que, hélas, l'Europe aujourd'hui est nulle et ne fait pas ce qu'il faut faire. Et je suis en train de vous dire que vous aurez beau faire et beau dire, c'est pas au niveau uniquement de chaque État que vous y parviendrez. Non, absolument parce pas. qu'ils Messieurs, on arrive, pardonnez-moi, à la fin de ce débat. Justement, en Italie, ils sont en train de faire. S'il vous plaît, Ils sont un mot pour terminer. Ils sont en train de faire tout seuls. Pour terminer. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire, que monter les pauvres contre les pauvres, les travailleurs contre les travailleurs, de toute façon, vous, à un moment donné ou un autre, vous irez dans le mur. Oui. J'espère bien qu'on pourra vous faire rendre gorge à toutes les insanités que vous venez de dire, qui sont absolument révoltantes. Cette expression, elle est particulière. Je vous assure que l'avenir... Attention à ce que vous dites. Non, vous pouvez me montrer, vous pouvez me menacer. Attention à ce que vous dites. Allez, messieurs, il n'y a pas de menace, c'est un débat. Merci. On n'est pas là pour se faire des menaces. Merci. En tout cas, merci pour ce débat sur ce sujet sensible. l'avenir, elle est aux Merci à vous. Allez, mobilisations collectives Jean-Pierre du monde du Mercier, travail. on arrive à la fin de ce débat. Merci à vous, je dois rendre l'antenne. On va se retrouver dans quelques instants et vous allez voir, on va parler d'un sujet qui peut nous mettre d'accord. Le mondial, le football, veille de match pour l'équipe de France. On est... Bien sûr. Non, je ne crois pas. Allez, restez avec nous à suivre les voies du foot. À tout de suite, je vous attends.